je voudrais vous demander d'imaginer la pire, ou de repenser à la pire humiliation que vous ayez vécue dans votre vie. Le pire moment, le moment où vous avez eu le plus honte. Et maintenant, d'imaginer que ce moment-là a été filmé et que ce moment-là se trouve en ligne, sur Internet, accessible pour toujours à toutes les personnes que vous connaissez et que vous ne connaissez pas. Cette réalité-là, c'est la réalité des femmes dont on a parlé ce matin, des femmes d'industrie porno-criminelle, des femmes qui ont eu des contenus intimes partagés sans leur consentement, par exemple. Tout ça, c'est une réalité dont ces femmes, aujourd'hui, n'ont aucun moyen de sortir. Nous l'avons dit, c'est un outil de silenciation, c'est un outil de contrôle, c'est une mise à mort sociale et c'est une humiliation, une retraumatisation permanente qui se répète et qui donne lieu à d'autres formes de violence. Donc encore une fois, du harcèlement dans la rue, des discriminations à l'embauche, des violences dans le cadre du couple et dans le cadre familial, des violences sexuelles et j'en passe. Donc cette réalité-là, c'est une réalité, comme je le disais ce matin, que les cadres juridiques, que ce soit dans les États ou que ce soit au niveau transnational, n'ont pas encore suffisamment et loin de là inclus pour une meilleure protection de manière significative. Et nous avons parlé, par exemple, des plateformes pornographiques ce matin. Quelque chose qui est vraiment fascinant avec les plateformes pornographiques, à mon sens en tout cas, c'est que ce sont des espaces de non-application du droit. C'est-à-dire que ce matin, on a beaucoup parlé de nouveaux cadres juridiques et de l'importance de définir de nouvelles infractions et d'avoir des dispositifs spécifiques et pertinents. Mais la réalité, c'est que les dispositifs qui existent déjà, tout simplement, ne s'appliquent pas quand il s'agit de pornographie. Tout à l'heure, Céline Pic donnait l'exemple de la pédocriminalité. On a des cadres juridiques qui disent que la représentation d'un enfant sans condition d'âge ou de puberté sont interdits. Or, lorsqu'il s'agit de sites pornographiques, on a Pharos, donc un organe du ministère de l'Intérieur, qui peut nous dire officiellement lors d'une audition auprès du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes que non, ce qui est considéré, c'est les enfants, les contenus avec les enfants prépubères. Oser le féminisme a signalé un certain nombre de contenus sur les plateformes pornographiques qui mettent en scène avec des titres explicites sur l'inceste, la pédocriminalité. Ces contenus sont toujours en ligne. La pornographie, ce que ça fait, c'est que ça crée une confusion entre la sexualité et la violence. Ça, en fait, c'est très important parce que tout ce qui a été exposé ce matin sur l'impact sur la société, je pense qu'on peut le résumer à ça. C'est-à-dire que quand dans une société, on ne sait plus reconnaître qu'est-ce qui tient de la sexualité, qu'est-ce qui tient de la violence, qu'est-ce qui tient de la liberté, qu'est-ce qui tient de la domination, puisqu'on nous fait passer finalement une subordination la plus absolue qui soit pour de l'émancipation et de la liberté. Bon, c'est là qu'on a un peu perdu le fil des choses et qu'on a peut-être besoin de remettre un certain nombre d'éléments à l'endroit. Cette notion de liberté et de confusion entre la sexualité et la violence, à mon avis, elle tient dans un concept très piégeux qui est le concept du consentement. À partir du moment où on définit ce qu'est la violence à travers le consentement, donc par exemple on a beaucoup parlé ce matin de ce fameux article 5 dans la directive sur les violences sur la lutte contre les violences faites aux femmes et les violences conjugales, ce fameux article 5 qui a été abandonné sur la définition du viol parce qu'il y avait un débat sur le mot consentement à l'intérieur de cette définition. Bon, les eurodéputés qui étaient présentes ont exprimé leur regret que le viol ne soit pas inclus dans la directive et que je partage tout à fait. Cependant, concernant cette notion de consentement, elle est, à mon sens, totalement inadaptée pour définir les violences sexuelles. La violence ne cesse pas d'être une violence à partir du moment où on y consent. Ce que ça vient dire, une définition fondée sur le consentement, c'est qu'un même acte peut être une violence ou pas, en fonction de ce que la victime aura pu dire ou
faire qui laisserait présager un éventuel consentement. Or, sans égalité, il n'y a pas de liberté. Et on vit dans une société où les inégalités structurelles font que les femmes sont souvent dans des situations de dépendance, qu'elles soient économiques, qu'elles soient administratives, vis-à-vis des hommes. Et dans un contexte de dépendance, dans un contexte de précarité économique, dans un contexte de coercition, dans un contexte plus large de violence, par exemple de violence conjugale, l'intervention d'un consentement, souvent, c'est finalement l'acte de céder, l'acte d'accepter une fatalité, et non pas une décision pleine et entière qui effacerait tout le caractère traumatique et toutes les conséquences négatives que pourrait avoir un acte de torture, un acte de viol, un acte d'humiliation, ou même des insultes d'ordre misogyne, raciste, comme on peut en voir sur les vidéos pornographiques. Je vais aussi suivre l'exemple de Céline Picq ce matin et vous donner une citation de Muriel Fabre-Magnan, professeure de droit que nous entendrons lors du dernier panel, qui nous explique qu'en droit, le consentement ne libère pas, il oblige. Donc, citation que vous aimez beaucoup, moi aussi, c'est vrai. Oui, c'est normal. Elle va être là, effectivement, je crois qu'elle est déjà dans la salle. Donc en droit, le consentement ne libère pas, il oblige. Et je pense que tout est dit à ce moment-là, c'est quelque chose d'assez facile à comprendre dans une relation contractuelle, et c'est quelque chose qui, transposé du coup à la sexualité, pose évidemment problème. Ce matin, on a parlé également de vie privée. Et je trouve que c'est très important de mentionner que dans la directive sur la lutte contre les violences faites aux femmes et les violences domestiques, en plus des limitations qu'on a déjà abordées ce matin et que par exemple Lorraine Questiot nous a citées dans la salle, il y a un autre considérant qui vient définir ce qu'est une diffusion au public. Parce que les mesures sur les cyberviolences qu'on a listées ce matin, notamment sur le partage d'images sans consentement, elles concernent le partage public uniquement. Et les considérants de la directive définissent comme partage public des contenus qui se trouvent dans un espace pour lequel il n'y a pas besoin d'une intervention humaine pour y accéder. Donc là, ça exclut tous les groupes fermés, par exemple un groupe Facebook privé, même s'il y a des centaines ou des milliers de personnes dessus. Ça inclut par exemple une conversation, un chat WhatsApp fermé. Ça inclut des sites pour lesquels il faut des abonnements. Donc par exemple, on parlait ce matin d'OnlyFans et de à quel point c'est un terreau de violence qui en plus est caché, puisque autant sur les plateformes pornographiques, les violences sont exposées aux vieux et au su de tous. Dans le cadre d'OnlyFans, c'est quelque chose qui est encore plus dissimulé. Tous ces champs qui sont en fait, en réalité, les champs où les violences, les cyberviolences sexistes et sexuelles se développent le plus. Ces dernières années, on a eu l'exemple cité par Céline Picq ce matin de OnlyFans, ou des forums comme À ton insu, toutes les polémiques qui explosent un petit peu, où on se rend compte que tout d'un coup il y avait un forum où des hommes partageaient des deepfakes pornographiques ou des contenus intimes, etc. depuis parfois des années. En fait, ce sont des groupes fermés, donc tout ça n'entre pas dans le champ de la directive. Encore une fois, comme l'expliquait Evelyne Enchir ce matin, c'est un cadre minimum, la directive, mais je pense vraiment qu'il faut que dans notre travail de plaidoyer en tant qu'organisation, parce qu'il y a beaucoup d'organisations de société civile dans la salle, aussi en tant que représentants et représentantes du gouvernement ou parlementaires, il est extrêmement important de pousser pour une mise en œuvre par la France de la directive qui dépasse ces limitations qui sont excessives et qui sont le fruit d'un travail de compromis entre 27 États membres avec des réalités différentes, mais qui, pour la France en tout cas, ne sont pas au niveau des enjeux. Sur la question de la liberté d'expression, je vais être très brève parce qu'on en a beaucoup parlé ce matin, mais encore une fois, aucune liberté n'est absolue. Cadre juridique existant en termes de liberté d'expression dispose expressément que la liberté d'expression
peut être limitée dans une société démocratique pour poursuivre un but légitime de manière proportionnée. Et la Convention européenne des droits humains, je l'appelle comme ça, même si sur Twitter on me dit qu'il ne faut pas, mais je m'en fiche. La Convention européenne des droits humains cite explicitement, parmi ces buts légitimes qui méritent de manière proportionnée, encore une fois, de limiter la liberté d'expression, les droits et la réputation d'autrui. Donc là, on entre tout à fait dans le cadre d'une limitation légitime de la liberté d'expression, de la soi-disant liberté d'expression, pour protéger les femmes, les filles, les enfants, les groupes vulnérables en ligne. Sur la question de la régulation. En fait, il y a une grande question à poser, à laquelle peut-être on va en partie répondre cet après-midi. C'est qu'on a beaucoup parlé ce matin de régulation des plateformes, et c'est parce que c'est aussi ce que nous impose le cadre juridique existant. Mais cependant, ce dont on parle, c'est de proxénétisme. On parle de plateformes qui profitent de l'exploitation sexuelle d'autrui et qui en profitent directement. Dans le cadre d'OnlyFans, ça a été cité ce matin, bon, c'est 20% sur tous les profits qui sont faits sur OnlyFans. Donc, on parle de proxénétisme et on est en train de dire on va réguler du proxénétisme. Et on a une commission européenne qui a une approche de collaboration avec les plateformes pornographiques, avec par exemple en ce moment des travaux sur un code de conduite volontaire pour l'industrie pornographique. Est-ce que face au constat et à l'état des lieux présenté ce matin, on est au stade où des codes de conduite volontaires vont permettre une avancée significative? Je me permets d'en douter. D'autant plus que tous ces arguments de la liberté d'expression, du public, etc., qu'on a cités depuis ce matin et qui se retrouvent dans les textes juridiques, ce sont les arguments de l'industrie pornographique. Le consentement, on l'a dit dans le premier panel, cette image d'empowerment, de agency des personnes qui se trouvent sur ces plateformes-là, c'est quelque chose qui est alimenté par l'industrie pornographique, qui collabore avec les décideurs européens et qui donc peut faire passer un certain nombre d'idées sur la meilleure manière de faire face aux menaces que représente ce modèle économique. La Commission européenne a failli récemment participer à un festival de la pornographie organisé par l'industrie pornographique. Donc, grâce à la mobilisation des associations féministes, notamment à l'initiative de la plateforme portugaise pour les droits des femmes, cela a été évité. Mais voilà, c'est une approche qui me semble pas adaptée à la réalité de ce que nous vivons. Je voulais revenir sur ce qui a été dit sur le préjudice sérieux, donc toujours dans le cadre de cette directive sur les violences contre les filles et les femmes. Donc, comme je vous l'ai expliqué ce matin, dans la définition de la criminalisation du partage d'images sans consentement, la notion de préjudice sérieux est précisée. Dans les considérants, il y a encore une précision pour expliquer que le champ de la directive ne concerne que les formes de cyberviolence les plus graves. Or, et c'est plus ou moins ce que Evelyne Incher a expliqué aussi ce matin, pour qu'il y ait une base juridique, une base légale à une directive, pour que en gros l'Union européenne ait compétence à définir des infractions dans un champ donné, il faut que ce champ corresponde à ce qu'on appelle des eurocrimes. Les eurocrimes sont listés de manière exhaustive dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Parmi ces eurocrimes, il y a les cybercrimes, qui ont donc servi de base légale à ces articles-là dans la directive violence. Or, ce qui définit un eurocrime, par essence, c'est son caractère sérieux et son caractère transnational. Donc, on prend un eurocrime qui, par définition, a déjà un caractère sérieux, on précise dans les considérants que ça doit quand même être sérieux et on reprécise dans l'article que ça doit quand même être sérieux. Donc, on est vraiment dans une surenchère de précautions qui sont prises par les États pour limiter le champ de la directive dans un contexte où, en fait, on doute déjà du sérieux des violences en ligne. Parce que c'est ça qu'on entend souvent. Est-ce que c'est réel? Est-ce que, finalement, il ne suffit pas de se déconnecter pour les victimes? Est-ce que les violences en ligne sont de véritables violences? On a répondu à cette question ce matin. Oui, c'est le cas. Et donc, cet après-midi, on va ensemble
réfléchir à des pistes de réflexion pour pouvoir améliorer les choses et pour pouvoir lutter tout ensemble. Donc on vous en parlera en clôture, mais on travaille collectivement avec de nombreuses associations européennes sur une série de recommandations qui concernent les signalements, les retraits effectifs des contenus, le blocage des sites, des définitions claires et harmonisées pour les infractions, la protection des mineurs, la coopération judiciaire. Donc tout ça, c'est des champs qu'il faut investir de manière sérieuse, de manière exigeante. Il y a une urgence, l'urgence c'est maintenant. Donc l'inaction n'est plus une option. Et je vous remercie pour votre écoute.